Bienvenue sur le plateau de la TFM qui reçoit aujourd'hui M. Michel Vialet, maire de Mantes-la-Jolie, vice-président de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de votre ville depuis 2005, réélu en 2008, puis en 2014. C'est quoi votre secret? Je ne sais pas si j'ai un secret, mais c'est d'abord la proximité. Il faut toujours être très proche des habitants, de façon à bien comprendre les sujets qui les animent, les sujets qu'ils ont envie qu'on porte, et puis surtout qu'on puisse respecter les engagements qu'on a pris. Je pense que c'est capital. Vous êtes ici au Sénégal, pourquoi? Je suis aujourd'hui au Sénégal parce que j'ai eu la chance d'inaugurer hier l'opération officielle Rendre la vue 2014. C'est la 4e fois qu'on s'associe à une opération de la cataracte cécitante. Et c'est une mobilisation collective, une mobilisation de notre partenaire ONG qui travaille sur toutes nos actions de coopération décentralisée, des FRAMS, de la FADERMA, la Fédération des associations des ressortissants de la région de Matam, une association privée aussi, une mobilisation privée, puisque j'ai pu mobiliser une entreprise de Mantes, l'entreprise Linksense, qui est leader mondial de fabrication de puces et qui m'a dit, lorsque je lui ai demandé si elle voulait s'associer à cette opération, qui m'a dit: j'ai pas mal de ressortissants qui sont de la région de Matam qui travaillent chez moi, ça me semble normal de pouvoir participer. Et puis bien sûr l'État sénégalais au travers de la mise à disposition de l'hôpital et la mobilisation des docteurs qui viennent pour opérer gratuitement. C'est comme ça que une centaine de personnes sur 4 jours ont pu bénéficier gratuitement de cette opération qui se réalise en chirurgie ambulatoire et qui permet de pouvoir recouvrer la vue. C'est tellement essentiel pour pouvoir vivre normalement. Oui, c'est une opération qui nécessite beaucoup de moyens et beaucoup de mobilisation de ressources. Comment vous vous êtes pris? Beaucoup de moyens, pas mal de moyens, mais beaucoup de mobilisation de ressources et de bonne volonté. Par exemple, pour collecter quelques fonds qui viendront financer les kits d'opération de la cataracte, on mobilise un certain nombre de jeunes de Mantes, de façon à ce qu'au travers d'opérations, de vente de gâteaux ou d'autres actions, ils puissent collecter des fonds au profit de ceux qui pourront ainsi bénéficier gratuitement de cette opération. C'est surtout la mobilisation qui est importante et dans ces temps où l'individualisme est très présent, je crois que c'est une belle leçon, une belle fierté que de pouvoir faire que collectivement on puisse rendre la vue aux plus fragiles. Votre ville concentre pratiquement plus de 42 nationalités différentes. Oui. Comment arrivez-vous à faire l'harmonie de tout cela? D'abord, 42 nationalités différentes, c'est une grande diversité et c'est une richesse. C'est une richesse et on travaille beaucoup avec les associations. On a favorisé d'ailleurs le rapprochement de certaines. La FADERMA est une fédération qui regroupe l'ensemble des associations de migrants de la région de Matam. Au début, lorsqu'on a commencé à se connaître, lorsqu'on a tissé des liens d'amitié avec ces ressortissants, on a constaté que les associations n'avaient pas toutes la même taille, qu'elles n'avaient pas toutes la même compréhension du fonctionnement, de ce que pourraient être les bailleurs de fonds. Je veux parler des ministères. Et en plus de ça, la lisibilité n'était pas forcément aisée. Et donc, on les a incités à se regrouper au travers d'une fédération, la FADERMA que je citais à l'instant, ce qui leur a permis également d'avoir une puissance d'action, une compétence qui leur permettent de financer des actions comme par exemple la construction du lycée de Rousseau-Guy, ou je ne vais pas toutes les citer, mais un grand nombre d'actions. D'ailleurs, ça fait école puisque depuis peu s'est créée la FADERTA, la Fédération des associations de migrants de Tambacounda. Et je pense que c'est une bonne chose que d'avoir des interlocuteurs qui viennent nous accompagner dans notre propre compréhension des enjeux qu'il y a sur ces régions. Votre ville concentre parmi la communauté étrangère le plus de Sénégalais. Pourquoi les Sénégalais choisissent toujours Mantes-la-Jolie? Qu'est-ce qui l'explique? Je pense que c'est l'histoire des relations qu'on a tissées avec les associations. J'ai dit tout à l'heure que nous avions une ville qui était riche de sa diversité, une ville qui, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, il y a 23 ans, a été un petit peu malmenée et il nous est apparu indispensable de travailler avec tout le corps social. On a certes fait beaucoup de travail sur l'urbain pour réaménager ce qui avait été certainement des erreurs urbaines d'il y a une cinquantaine d'années, mais l'urbain sans l'humain, ça n'a pas de sens. Et ce travail, nous l'avons mené avec toutes les communautés et nous avons choisi d'aller un peu plus loin avec 2 communautés, celles qui sont les plus nombreux parmi les migrants qui sont à Mantes-la-Jolie. Je veux parler du Maroc et du Sénégal. Et au Sénégal, nous avons choisi la région de Matam, pas par hasard. C'est parce que la communauté Alpulaar est la plus importante à Mantes-la-Jolie. On a constaté que dans les villes françaises surtout, il y a souvent des problèmes d'intégration qui se posent, surtout avec les jeunes qui naissent dans ces villes et qui ne connaissent pas
complètement leur culture d'origine et qui ont du mal à s'intégrer. Comment ces questions sont prises en charge dans votre mairie? D'abord, je crois qu'il ne faut surtout pas parler des jeunes en pensant qu'ils sont tous identiques. C'est complètement faux. Il y a un très grand nombre de jeunes, toutes origines confondues, qui ont de belles réussites, qui font de belles études, qui travaillent normalement et qui ont un comportement tout à fait intégré. Il y en a quelques-uns qui sont en décalage. Souvent, comment dire, la difficulté se pose assez jeune. Elle se pose d'abord par de la rupture scolaire. Et puis, comme on n'est pas en situation de réussite, ça se dégrade avec le temps. Alors on a un grand nombre de dispositifs autour de tout ce qui est la cohésion sociale qui permettent de prendre les choses assez en amont. Par exemple, on a un dispositif de réussite éducative où, en rassemblant les enseignants, les éducateurs, les clubs sportifs, le cas échéant, les forces également des fois de police, eh bien, nous cherchons à voir ceux qui sont en léger dérapage. Et de façon à pouvoir leur apporter immédiatement un soutien personnalisé et les remettre dans une situation de réussite de façon à ce qu'ils puissent recoller à ce qu'est une intégration normale. Oui, ces dérapages peuvent aller beaucoup plus loin. On a constaté qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de jeunes d'origine française ou d'origine d'immigration qui rejoignent les rangs des djihadistes un peu partout en Syrie pour combattre. Est-ce que ces questions sont prises en charge dans votre localité pour essayer de gérer ce genre de problème? D'abord, à ma connaissance, je n'ai pas vu qu'il y en avait beaucoup qui venaient de demande. Je ne sais pas s'il y en a, pour être très honnête. C'est un phénomène extrêmement récent, qui ne touche pas que Mantes-la-Jolie d'ailleurs, que je ne m'explique pas forcément bien. Je pense qu'il faut aller très loin dans la rupture pour à un moment donné aller combattre très loin de ses bases, très loin de son territoire, en dehors de son pays, que ce soit son pays actuel ou son pays d'origine. Donc il y a des choses qui sont à réfléchir au niveau national, voire international. Deuxièmement, nous avons de bonnes relations avec toutes les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, et je pense que ces relations-là facilitent également la compréhension, en tout cas la lecture que les uns et les autres peuvent avoir. Quand j'ai dit que nous avions des relations, ça veut dire également que nous avons favorisé les relations des différents cultes entre eux. Et, on se réunit des fois dans une des mosquées avec les pères protestants, avec les curés, de façon simplement à partager le repas, à parler des sujets qui sont des sujets mentais. Oui, l'actualité en France aussi, c'est l'inquiétude de beaucoup d'immigrants qui sont inquiets avec la montée de plus en plus du Front National. La question de l'immigration se pose, la question de l'intégration se pose. Certains ont bénéficié des services sociaux de vos mairies. Ils ont peur aujourd'hui que si le Front National arrive au pouvoir, que ces genres de situations ou des genres de privilèges, entre guillemets, ne soient supprimés. D'abord, vous le savez, je ne suis absolument pas un élu Front National. Donc ce sont des idées que je combats et je pense que nous sommes nombreux à les combattre. La politique nationale française fait qu'il y a beaucoup de morosité, beaucoup d'inquiétude par rapport à son propre déclassement, par rapport à un avenir que beaucoup ne voient plus avec de bons auspices. Et je pense qu'il est important, pour pouvoir combattre des idées qui ne fleurissent que sur le terreau de la recherche du bouc émissaire et qui sont non pas dans la construction mais dans la destruction, il est important qu'un certain nombre de réformes en France soient réalisées de façon à ce que, de nouveau, l'économie du pays aille mieux. Quelles sont ces réformes? Vous savez, je pense que si on travaille en profondeur sur la fiscalité, si on travaille sur le droit du travail, si on devient un peu lucide sur la retraite et sur le nécessaire allongement de la durée du travail, parce qu'on vieillit de plus en plus vieux, de plus en plus longtemps, pardon, il est illusoire de penser que ça peut être toujours une vie qui serait à crédit de ceux qui travaillent et qui sont de moins en moins nombreux. Quelques réformes que nos voisins européens ont menées et qui, on le voit, commencent à vraiment montrer leur réussite. Oui, la coopération décentralisée entre votre mairie et celle des villes africaines, surtout celle de Matam ou de Kadel, comment elle se décline? Alors, elle a commencé déjà de longue date. Elle a commencé en 2002, puisqu'en 2002, nous avons construit la première case des tout-petits que le Sénégal a connue, c'est à Canel. Hein, la case des tout-petits, et la première case des tout-petits est à Canel. Et puis, nous avons travaillé avec les associations montaises, et à partir de 2007, je suis allé dans le Fouta, avec le président de la région de l'époque pour aller à la rencontre des chefs de village. Et j'ai parcouru tout le Fouta parce que d'abord je ne connaissais pas le Sénégal et surtout pas le Fouta. Alors
c'est bien qu'on me raconte comment c'était, mais j'aime bien voir de mes yeux, comprendre et puis avoir la relation humaine qui permet de mieux saisir les choses. Et j'ai fait le tour des villages de Situbambe-Mekanel, à Orkadiaré et puis Palel Diaobé, en passant par Mgidilon, Dondou, les Agnam, Ndouloumajidembe. Vous voyez, je commence à bien situer sur la carte où sont chacun de ces villages. Et j'ai rencontré les chefs de village à chaque fois qui m'ont fait part de leurs doléances. Et elles étaient diverses, variées. J'ai choisi qu'il puisse y en avoir une qui soit une ligne de force. Parmi toutes celles qui étaient formulées, et celle que l'on pouvait retrouver de façon assez récurrente, c'était celle de l'éducation. Donc, dans un premier temps, à partir de 2007, la convention que j'ai signée avec la région de Matam consistait à fournir du mobilier scolaire, quand j'ai pu observer moi-même qu'un certain nombre de classes étaient dépourvues de ce mobilier, et de voir de jeunes enfants à même le sol montrait qu'on n'avait pas forcément toutes les conditions qui permettaient la meilleure pédagogie. C'est une convention qui a duré 3 ans. Et puis en 2011, avec le nouveau président de région de l'époque, j'ai souhaité à nouveau rester dans le cadre de l'éducation, mais là, avoir un saut culturel important. Et donc nous nous sommes inscrits dans la fourniture de tableaux numériques interactifs qui équipent à présent une douzaine d'écoles, avec 2 classes à chaque fois, de façon à ce qu'il puisse y avoir des partages entre les enseignants. J'y voyais beaucoup d'avantages. Une réduction de la fracture numérique, une amplification considérable des moyens pédagogiques à disposition des enseignants, puisque si on le souhaite, on peut faire une visite du Louvre guidée à partir d'un écran, vous le savez bien. Et puis j'y voyais également autre chose, c'est la capacité future à pouvoir se servir des technologies numériques pour pouvoir rentrer en relation, pour pouvoir foisonner de façon beaucoup plus large. Ça va être chose faite très prochainement, puisque en septembre dernier, des enseignants référents de la région de Matam, que nous avions formés en son temps et qui maintenant sont devenus des formateurs pour leurs collègues, sont venus à Mende pour pouvoir là aussi être au dernier cri, aux dernières technologies qu'on pouvait développer. Et nous avons convenu avec ces représentants de l'école, avec des directeurs d'école de Mende, où parallèlement je développe également la fourniture de tableaux numériques, et bien de faire des jumelages de classes. Et donc il y a des écoles, des classes de Mende qui sont jumelées, qui vont l'être avec des classes de la région de Matam. Et nos enfants pourront ainsi communiquer entre eux, développer peut-être des projets à travers les échanges qu'ils auront avec ces tableaux numériques, c'est-à-dire la capacité à voir des enfants comme eux, simplement qui sont à 5000 km. Et je pense que c'est une jolie image de rapprochement des peuples. Oui. Vous venez dans un pays aujourd'hui où il y a des réformes concernant les territoires, ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal, et vous devez signer en tout temps avec le conseil régional de Matam. Aujourd'hui, avec l'acte 3 qui est mis en place au Sénégal, il n'y a plus de conseil régional. Comment allez-vous gérer justement la suite? J'ai profité de mon passage pour cette inauguration pour rencontrer les 2 nouveaux présidents de département, département de Matam et département de Kanel. D'abord pour faire connaissance, parce que je crois que toutes les coopérations qui fonctionnent sont d'abord le fruit d'une relation entre les hommes. Et il était important qu'on puisse faire connaissance et puis commencer à aborder avec eux ce que sont eux leurs visions de ce que pourrait être une coopération et comment est-ce qu'elle pourrait s'inscrire dans leur perspective de développement. Ils viennent tout juste d'être nommés, puisque si j'ai bien mémorisé, c'est le 29 juin qu'ont eu les élections et je crois qu'ils ont été élus le 14 juillet. C'est tout frais, mais ça nous a permis de premiers échanges sur des perspectives que nous pourrions partager avec eux. Au-delà du domaine du numérique et du domaine de l'éducation que vous avez ciblé pour travailler avec les régions de Matam et les autres régions du Sénégal, il y a quand même la question de l'agriculture. C'était estime qu'aujourd'hui, si on regarde le Fouta, où il y a beaucoup de gens qui ont quitté, sont partis en France s'installer, oui, c'est parce qu'il y a un problème de survie dans ces régions. Est-ce qu'il y a une perspective de travailler dans ce secteur agricole qui permet de fixer les gens et de gagner de l'argent et de les faire rester? Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur les actions que l'on mène, parce que j'ai surtout évoqué celles que l'on mène avec la région de Matam, c'est-à-dire entre institutions. Mais en s'appuyant sur la FADERMA, nous avons également un programme de coopération, d'aide, au travers de micro-projets. Un micro-projet, ce sont des fonds jusqu'à 2000 € que nous attribuons à une association de migrants qui développe un projet. Alors, j'ai choisi comme porte de sélection que ça puisse concourir un peu au développement économique sur place. C'est ainsi qu'on a favorisé la mise en place d'opérations autour du maraîchage, autour également de petits artisanats,
ce qui permet qu'avec cette amorce en capital, eh bien, il puisse y avoir de la création de valeur sur place et que ce soit profitable à tous. Alors, on en est qu'au début, on a financé une soixantaine de micro-projets sur ces dernières années, avec le concours et le soutien de la FADERMA. Mais j'ai pu échanger avec les présidents de département hier autour d'une idée que j'avais, une idée qui est de se dire, nous avons un certain nombre de jeunes bien formés, nantais, qui sont originaires du Fouta, et qui pourraient, avec un peu d'épargne qu'ils peuvent avoir, eh bien, l'idée d'être des entrepreneurs qui aillent investir sur place, que ce soit dans l'agriculture ou que ce soit dans d'autres domaines. Je pense qu'il peut y en avoir d'autres, mes yeux pensent qu'il peut y avoir du développement, par exemple dans la construction traditionnelle. Et ces jeunes entrepreneurs ont des fois une très faible connaissance ou pas de connaissance du tout de ce qu'est la réalité juridique, administrative, fiscale de leur pays d'origine. Ils ne savent pas s'il y a des dispositifs qui puissent exister. Et donc, ceux que j'ai rencontrés à l'occasion de mon passage sur ces 2 jours, j'ai pu évoquer avec eux cette idée. J'ai rencontré un bon accueil, d'abord auprès du président de la République, auprès du président Macky Sall, avec qui j'ai pu m'en entretenir hier, qui m'a assuré de son soutien sur cette ligne, sur cet axe de coopération. Et puis j'ai rencontré celui qui est le directeur en charge du PAISD, j'ai rencontré un certain nombre d'élus qui finalement avaient un peu cette même idée, et d'en échanger ensemble montre qu'on pense, eux et moi, alors même qu'on ne s'est pas concerté avant, que la maturité est suffisante pour pouvoir s'inscrire dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un axe qui pourrait concerner l'agriculture, même si j'ai bien compris qu'il y avait certainement un travail à faire autour de la propriété foncière. Parce que je crois que le morcellement parfois ou l'organisation des terres ne favorise peut-être pas une agriculture plus organisée, plus intensive, qui certainement, vous avez le soleil, l'eau n'est pas loin au Fouta puisque le fleuve est proche, je pense que ça pousserait très très bien. Quand on passe à Richard Toll, on voit bien qu'un peu d'eau et puis du soleil, c'est très vert là-bas. Il y a eu beaucoup d'idées qui ont été développées dans le cadre de la coopération entre la France et le Sénégal. C'est le retour de ceux-là qui sont à la retraite, qui voudraient rentrer, ou de ceux qui ont des projets qui voudraient revenir au Sénégal et investir. Mais souvent, on a constaté qu'il y a eu des échecs. À chaque fois qu'ils viennent investir, 2, 3 ans, ils retournent en France parce que peut-être qu'ils ne trouvent pas les meilleures manières de faire sur place. Vous savez, le retour au pays, on en a entendu beaucoup parler. Et en même temps, moi je me mets à la place de certains anciens. Est-ce qu'on veut retourner vivre de façon permanente sur la terre de ses ancêtres, ou est-ce qu'on veut rester proche de ses enfants? Et souvent, il y en a qui se disent, mais j'ai envie d'être proche de mes enfants, de mes petits-enfants. Donc c'est vrai que des fois, le choix est difficile. Je pense par ailleurs que venir investir sans être accompagné, les mêmes causes produisant les mêmes effets, c'est la même chose chez nous. Nous avons des fois des boutiques de gestion, nous avons des dispositifs qui permettent d'accompagner des entrepreneurs qui ont une vraie compétence dans leur cœur de métier, mais qui ne sont pas pour autant ni des comptables, ni des fiscalistes, ni des hommes qui connaissent parfaitement le droit. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure un accompagnement que nous pourrions mener en commun de façon à faire que ceux qui ont l'envie, qui ont le dynamisme, puissent venir investir au Sénégal. Il y a d'autres questions aussi qui sont évoquées par ceux-là qui sont ici, dans le cadre de la coopération. Souvent, quand ils veulent quitter le Sénégal pour aller dans le cadre de la coopération avec vos villes, ils rencontrent beaucoup de difficultés au niveau des ambassades, des problèmes de visa, des problèmes de confiance. Parce qu'il y en a certains peut-être qui partent, qui ne reviennent pas. Je ne vais pas faire la politique de la France au jour d'aujourd'hui. Je sais que chaque fois que nous avons eu des actions à mener qui nécessitaient que les interlocuteurs qui sont ceux de Mantes puissent venir nous rencontrer, nous avons toujours facilité les choses de façon à ce qu'ils puissent... nous n'avons jamais rencontré de problème. Lorsque c'est organisé autour de ces actions, ça s'est bien passé. Il y a aussi d'autres questions qu'on voulait évoquer avec vous. Ce n'est pas seulement que l'éducation et l'agriculture. Il y a des questions fondamentales qui se posent, des questions de santé dans ces contrées où les gens, quand ils ne sont pas en bonne santé, ils ne pourront pas suivre les projets qui sont mis en place. Est-ce qu'il y a un axe aussi à développer dans ce secteur?
Sur la santé, au-delà des opérations de la cataracte cécitante que j'évoquais, nous avons mobilisé un certain nombre d'institutions, hôpitaux, cliniques, de façon à faire que dès lors qu'ils aient du matériel qui pourrait être mis à disposition, eh bien, ils s'appuient sur ce que sont nos relations de façon à pouvoir l'apporter. On a apporté des lits à l'hôpital de Rossogui, ils ont dû avoir quelques défibrillateurs. Et vous pardonnerez mes limites de compétences dans le monde de la santé, je sais qu'il y a eu d'autres matériels sans savoir vous dire précisément lesquels. On a également, au titre de ce domaine, sensibilisé, eu un travail avec le Conseil général des Yvelines. Pierre Bédier, le président du Conseil général, qui est élu de Mantes-la-Jolie, qui était mon prédécesseur à Mantes, a mis en place au niveau du département des Yvelines une coopération décentralisée exemplaire. Je dis exemplaire parce que le département des Yvelines consacre 1 € par habitant des Yvelines chaque année à la coopération. C'est dire comment est-ce que, avec 1 400 000 habitants, un peu plus, les budgets qui y sont consacrés sont tout à fait considérables. Ça ne concerne pas que le Sénégal, mais en tout cas l'ensemble des pays qui sont associés dans des coopérations avec des villes des Yvelines. Et si je vous le cite, c'est parce que le Conseil général est intervenu, lui, parce que c'était plus à sa mesure, sur des investissements d'infrastructures ou d'équipements. Par exemple, en ce qui concerne la santé, il y a eu, je crois que c'est à Baudé-Lahaut, donc dans le département de Podor, il y a eu la construction d'un bâtiment pour la santé. Il y a eu la construction, on n'est pas dans la santé mais dans l'hygiène, la construction de latrines dans un certain nombre d'écoles. Je parlais des écoles tout à l'heure et de l'éducation. On n'est plus dans le domaine de la santé, mais la construction de salles de classe qui soient en dur, la construction de forage, enfin la réalisation de forages. Il y a la perspective de créer des digues qui permettent de faire qu'à la saison des pluies, l'eau ne ravine pas un certain nombre d'habitations. Ce sont des investissements lourds, certains sont dédiés à la santé et je pense que ces investissements concourent tous dans le même sens. C'est également une force que de se dire que départements, villes, associations de migrants, entrepreneurs demain, eh bien, on est tous attirés dans le même sens et à se mobiliser pour les mêmes régions. Les ressources que vous mobilisez, c'est l'argent du contribuable français. Quand vous le mettez quelque part aussi, il faudrait qu'il y ait des résultats. Au-delà des résultats, un suivi. Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait pour savoir chaque euro que vous mettez dans cette coopération-là est bien contrôlé et il va là où il doit aller? Il y a plusieurs suivis. D'abord parce que je suis, moi, à aller de façon, je ne veux pas dire régulière, mais ça doit bien être, je suis en train de calculer, je dois bien être à mon 6e voyage dans le Fouta. Sur 7 ans, ça veut dire que j'ai une certaine proximité pour aller d'abord à la rencontre de mes homologues et puis voir sur le terrain comment les choses se passent. La FADERMA nous accompagne dans ce domaine-là et puis nous avons avec le département, justement, le département des Yvelines, un volontaire du progrès. Le département des Yvelines est en train de créer un GIP pour pouvoir faire que les villes des Yvelines qui coopèrent, qui s'inscrivent dans des actions de coopération, puissent bénéficier de moyens mutualisés. Les volontaires du progrès qui seront sur place, qui pourront accompagner, qui pourront aller regarder comment est-ce que les fonds sont utilisés, font partie de ce dispositif auquel la ville va adhérer. Pour ne rien vous cacher, cette délibération était sur la table du conseil municipal lundi dernier, lundi soir, et nous allons donc intégrer ce GIP que le président du conseil général des Yvelines a eu la bonne idée de mettre en place. Vous avez fait 6 voyages, vous assurez que l'argent qui a été mis sur place est bien utilisé à bon escient? Bien sûr, avec également des photos. C'est important, pas simplement pour l'utilisation, mais pour tous ceux qui sont migrants, qui sont sur le territoire, qui ne peuvent pas s'y rendre, pour leurs enfants qui des fois ne sont jamais venus dans le Fouta, de pouvoir avoir les images de ce qu'est le pays de leur origine, le pays de leurs racines, et puis les actions qui sont menées. Je crois que c'est très pédagogique également. Voilà, Monsieur Michel Vialet, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes le maire de Mantes-la-Jolie et vice-président de la communauté d'agglomération de Mantes en Yvelines. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Au revoir.